J'avais terminé le cours la semaine dernière en énonçant deux propositions que je vais rappeler. Enfin, je vais rappeler la première, puis ensuite la seconde. Concernant, donc la première concernait une caractérisation pour les sous-décalages de type fini de la transitivité, c'est-à-dire d'avoir une orbite dense. Et donc la proposition dit que c'est équivalent à ce que le graphe qu'on peut construire à partir de la partie B de A fois A, enfin, qui détermine le sous-décalage de type fini, si ce graphe est fortement connexe, donc ça veut dire qu'on peut aller de n'importe quel sommet à n'importe quel autre par un chemin orienté, qui respecte l'orientation des arêtes. Alors, je vais donner, la démonstration est très simple, mais je donne justement, je la donne rapidement. Alors, supposons d'abord que le sous-décalage soit transitif. Donc, si je me donne, A et A', deux éléments de l'alphabet A, je peux définir C de A comme l'ensemble des suites θ dans le sous-décalage de type fini, tel que θ0 soit égal à A. Et de la même façon, c'est C de A'. Donc, C de A' défini de la même façon. Ceci est un ouvert fermé, en fait. Et donc, par transitivité, je peux trouver un entier n. Donc, une des définitions équivalentes de la transitivité, soit avoir une orbite dense, soit par les ouverts. Il existe un entier n au moins égal à 1, tel que sigma moins n de C de A' intersection avec C de A est non vide. Mais non vide. Si je traduis ce que ça veut dire, l'existence d'un point dans cette intersection, un point dans cette intersection, donc θ qui appartient à ceci, il vérifie, comme il est dans C de A, θ0 est égal à A, et comme il est dans comme il est dans sigma moins n de C de A', donc après itération n fois, il est dans C de A', ça veut dire que θn est égal à A'. Et si on se rappelle comment est défini le graphe, ça veut exactement dire qu'il y a un chemin qui commence en A et qui va en A', en l'occurrence de longueur n. Et donc, on a bien montré une des directions. Alors, l'autre direction est à peine moins élémentaire, enfin, tout aussi élémentaire. Cette fois-ci, donc, on se donne des ouverts U, V, ouverts non vides, dans sigma, dans le sous-décalage. Alors là, il faut il existe à ce moment-là ce qu'on appelle en général un cylindre. Alors ici, le cylindre spécifiait simplement la valeur de la lettre au niveau 0. Ici, on va spécifier, donc il existe un cylindre que je vais noter comme ceci, c'est A-D jusqu'à AD. Donc ceci sont des lettres de l'alphabet satisfaisant les conditions de transition. Et donc ce cylindre, c'est donc l'ensemble, c'est la même définition qui est ici, mais avec plusieurs niveaux. L'ensemble des suites θ, tel que θi est égal à AI, quel que soit I dans moins dd. Alors, ces cylindres, lorsque D devient grand, enfin ces cylindres forment une base de la topologie, donc ça veut dire qu'il existe un cylindre, comme ceci, tel que C, donc ici en l'occurrence C, je vais juste l'abréger par C, est contenu dans U. Et de la même façon, il existe un cylindre C', dépendant cette fois-ci de peut-être un nombre de lettres différents. Alors, je peux toujours supposer que je vais de moins D à D, simplement parce que je peux rajouter des conditions. Ça diminue, je veux dire, la taille de C, donc ça renforce cette condition. Donc, c'est la même chose ici, cette fois-ci dans V. Alors, maintenant, je vais construire
une orbite qui, donc à l'instant 0, se trouve dans U et qui, à un instant plus tard, se trouvera dans V. C'est-à-dire que j'aurais montré qu'il existe un entier n tel que U rencontre sigma moins n de V, ce qui est la propriété de transitivité. Ceci étant, doit être vrai pour chaque paire d'ouverts non vides. Eh bien, ce que je fais, je dessine, c'est plus facile. Donc, entre moins d et d, donc ça c'est moins dd, je sais qu'elles doivent être, je suis dans U. Donc je suis dans U, et donc je sais que je dois avoir les lettres qui appartiennent dans les AI, se trouvent entre moins d et d ici. Et puis, en prenant un temps a priori assez grand, je vais le déterminer ensuite, mais donc, ceci correspond au temps 0, ceci correspond à un temps n, et donc entre n moins d' et n plus d', je veux voir les lettres a'J. Donc je cherche à, en quelque sorte, remplir, bon, de ce côté-là, je vais prolonger n'importe comment, de ce côté-là, je vais aussi prolonger n'importe comment les symboles, simplement il faut que je respecte cette condition. Enfin, les θi doivent correspondre à des transitions admissibles. Il faut simplement que je complète de façon adéquate la partie intermédiaire, de façon à ce que l'ensemble de la suite appartienne à sigma b. Or, si je regarde le dernier symbole à indice d et le premier ici à indice moins d', par hypothèse, donc je suis en train de démontrer la réciproque, il existe un chemin dans le graphe, dont je ne connais pas la longueur, mais enfin, il existe un chemin qui va de A indice D à A', indice moins D'. Donc, j'appelle petit n la longueur de ce chemin, et donc je choisis grand N ici, comme étant n plus D plus D'. Je complète donc par les lettres qui me sont données par le chemin de AD à I' moins D'. Je complète a priori n'importe comment des deux côtés, et j'obtiens comme ça une orbite qui est bien au temps 0 dans U et au temps grand N dans V'. Donc il existe un grand N tel que U inter sigma moins n de V est non vide. Donc ça, c'était la démonstration de la proposition. Maintenant, j'avais énoncé cette autre proposition qui, supposant que gamma B, que le décalage est déjà transitif, c'est-à-dire que le graphe est fortement connexe, va en quelque sorte caractériser le mélange topologique. En fait, ça nous dit qu'à un phénomène de période près, ça sera toujours topologiquement mélangeant. Donc, la période, c'est le PGCD des lacets, des longueurs des lacets dans le graphe. Et donc, à partir de cette période, vous construisez une partition de l'alphabet en sous-alphabet AI. Et alors, il y a une partition correspondante sigma I du sous-décalage qui consiste juste à regarder ce qui se passe à la lettre d'indice 0. Et donc, cette partition de sigma B en sigma I, donc les sigma I étant indexés par le groupe cyclique à S éléments, ces éléments sont permutés cycliquement par le sous-décalage, et quand on fait un tour complet, on obtient quelque chose de topologiquement mélangeant. Donc, je vous rappelle, topologiquement mélangeant, il faut, au lieu de trouver simplement un entier n qui vérifie ça, il faut que ceci ait lieu pour tout entier n assez grand. Donc c'est une propriété plus forte. Alors, comment est-ce qu'on montre ça? Donc, je vais appeler S étoile. Alors, on va voir dans un instant que c'est en fait égal à S, mais le PGCD des longueurs des lacets, alors là pour le moment c'est juste la définition, mais je vais choisir un élément dans A qui va me servir de point base, et ici je prends les lacets basés en alpha 0. Donc alpha 0 a été choisi au départ. Alors, on va voir en fait que c'est égal à S. Enfin, pour le moment, je définis S étoile comme ceci. Et ensuite, je définis les éléments de la partition qui interviennent, les AI. Donc AI, ça sera l'ensemble des alphas dans A, tel qu'il existe
un chemin de alpha 0 à alpha de longueur. Alors, je veux que la longueur soit congrue à I modulo S étoile. Donc, ceci pour I, je définis ceci pour I dans Z, le groupe cyclique d'ordre S. D'accord? Donc, alors, premièrement, comme le graphe est fortement connexe, il existe toujours un tel chemin. Hein. Donc, j'ai certainement A égale l'union des AI. Hein. Mais en fait, c'est une partition, les AI sont disjoints. Hein. Les AI sont disjoints parce que si j'ai alpha 0 ici, j'ai alpha 0 ici, alpha ici, hein, je prétends que si j'ai deux chemins dans le graphe, hein, comme ceci, qui vont de alpha 0 à alpha, la différence de leur longueur est divisible par S étoile. C'est-à-dire les classes modulo S étoile des longueurs de ces deux chemins sont les mêmes. Et donc l'entier I, il n'y a pas d'ambiguïté sur l'entier I ici. Un alpha donné appartient à un seul AI. Hein, pourquoi? Parce que comme le graphe est fortement connexe, hein, il existe un chemin qui revient de alpha à alpha 0. Maintenant, j'ai deux lacets, celui qui emprunte le premier chemin et qui revient comme ça, celui qui emprunte le second chemin et qui revient également comme ça. Hein, et la différence des longueurs des deux lacets, basée en alpha 0, hein, c'est précisément la différence des longueurs entre les deux chemins, puisque cette partie-là est commune. Et donc j'ai bien démontré, comme par définition S étoile c'était le PGCD des longueurs des lacets, donc la différence des longueurs de deux lacets quelconques est divisible par S étoile. Hein, j'ai bien montré maintenant que A est une partition. Alors c'est une partition, c'est clair que cette partition va vérifier la propriété que sigma de grand sigma I est égal à grand sigma de I plus 1. Hein, bon, c'est essentiellement une définition, puisque quand je vais translater les choses, enfin je veux dire si j'ai une flèche, hein, une arête, là c'est une seule arête de alpha à bêta, hein, c'est clair que si cette lettre alpha appartenait à AI, la lettre bêta va appartenir à I plus 1, hein, d'après la définition ici, parce que je peux toujours prolonger le chemin par une arête. Donc on a bien que les sigma I sont permutés cycliquement par le sous-décalage. Donc il me reste à voir que sigma S est topologiquement mélangeant. Alors je vais écrire un petit lemme. C'est qu'il existe un entier M0 supérieur à 1, disons, tel que pour tout alpha, bêta qui appartiennent au même ensemble AI, et pour tout M supérieur à M0, il existe un chemin de longueur MS, MS et tout. Ah oui, oui, je m'excuse. J'aurais dû profiter ici, je reviens tout de suite au lemme, pour dire que S est égal à S étoile. Hein, pourquoi? Parce que si j'ai un lacet, c'est ce qu'on vient de dire sur la permutation. Hein, si j'ai un lacet basé en alpha, hein, le fait, donc un lacet, je sais que, je veux dire, comme ils sont permutés cycliquement, hein, pour le moment c'est indexé par S étoile. Hein, mais vous voyez bien que tout lacet en sigma I, un lacet, comme ils sont permutés cycliquement, tout lacet a une longueur qui est divisible par S étoile. Hein, comme j'avais pris S, le PGCD de tous les lacets, hein, c'est en fait égal à S étoile, donc S étoile égale S. Hein, voilà. Bon. Alors, ceci étant, je reviens à l'énoncé du lemme. Donc, il existe un chemin de longueur MS, hein, de alpha vers à bêta. Donc, vous voyez, au lieu d'avoir simplement, il existe, je veux dire là ici, j'ai spécifié la longueur du chemin du moment qu'elle est assez grande. Hein, c'est ça qui est important. Que la longueur soit forcément multiple de S, hein, ça provient du fait que alpha bêta appartiennent au même AI, qui sont permutés cycliquement. Donc tous les chemins de alpha à bêta
ont une longueur qui est certainement divisible par S. Mais le point nouveau, c'est que M est n'importe quel entier assez grand. Alors, je reviens tout de suite à la démonstration de ceci. Hein, mais ensuite, une fois qu'on a ce lemme, c'est essentiellement la même construction qu'on avait ici qui nous permet de conclure. Enfin, vous reprenez l'argument qui est ici. Et la différence maintenant, c'est que la façon de compléter ici, je vais pouvoir compléter. Alors, je m'arrange pour que les périodicités soient bonnes, c'est-à-dire que bon, je veux dire, une fois que j'ai on se ramène en fait facilement, aussi bien dans le lemme qu'ici, hein, au cas où bon, faisons-le proprement peut-être. Donc, je me suis donné deux ouverts, U et V. J'ai les cylindres correspondants C et C' qui sont contenus dans UV respectivement, et je veux de nouveau prouver, en fait, je veux prouver que C intersection C-N de C', hein, et différentes vides. Alors attention, je n'ai pas prétendu que sigma lui-même est topologiquement mélangeant, hein, mais je vais supposer que UV ne sont pas. Je vais mettre en jaune la modification. Donc, je les prends dans un des sigma i, puisque c'est sigma s que je dois regarder. Alors, donc, je fais ceci. Donc, c'est dans le même sigma i, et maintenant, je veux ici l'obtenir avec un multiple de S, et ceci pour tout n assez grand. C'est ça que je veux si je veux montrer le mélange topologique. Donc, on a ici quelque chose qui est séparé. Alors, je vais prendre D et D' aussi divisibles par S. Quitte à les grandir, je peux toujours faire ça. Donc, je cherche ici à ce que grand N soit n'importe... Enfin, ce sera maintenant grand NS, n'importe quel multiple de S assez grand. Ici, donc, j'ai une partie qui m'est imposée, qui est aussi un multiple de S, un autre multiple qui m'est imposé, mais d'après le lemme qui est là-bas, hein, je vais pouvoir trouver un chemin qui va d'ici à ici. Comme j'ai pris partout des multiples de S, je sais que ce point-là et ce point-là sont effectivement dans le même AI, hein, et donc je pourrais réaliser ici, comme entier N, n'importe quel multiple de S assez grand. C'est ce que me dit le lemme. Hein. Et donc, a fortiori, ici, l'entier grand N sera aussi, hein, puisque des primes sont fixées dans cet argument, n'importe quel multiple de S assez grand. Enfin, il s'appellera grand NS, pardon. D'accord? Donc, c'est vraiment le même argument que pour la transitivité, à condition, bien sûr, que j'ai ce lemme-là, puisqu'il faut que je puisse colmater, en quelque sorte, le trou entre les deux intervalles, hein, par n'importe quelle, enfin, avec une suite qui a n'importe quelle longueur, multiple de S assez grande. Alors, si vous regardez l'énoncé du lemme, en fait, il suffit, il y a enfin, c'est lemme élémentaire du point de vue arrivé. Premièrement, il suffit de traiter le cas où alpha égale bêta égale alpha 0, puisque si je peux choisir une fois pour toutes un chemin de alpha, alpha 0, choisir une fois pour toutes un chemin de alpha 0 à bêta. Alors la somme des deux longueurs ici, hein, comme ils sont dans le même alpha i, dans le même AI, la somme est un multiple de S, cette partie est fixée, et puis ensuite, ce cas-là correspond à des lacets en alpha 0, hein, et ces lacets, si le lemme est vrai, bien sûr, dans ce cas particulier, ils auront n'importe quelle longueur qui soit un multiple de S assez grand. Et donc j'ajoute ce multiple de S fixé à n'importe quel multiple de S assez grand, j'obtiens comme ça une longueur totale, hein, qui est n'importe quel multiple de S assez grand. Donc il suffit de faire ce cas-là, et ensuite, par définition, donc on a vu que S c'était S étoile, donc c'est le PGCD des longueurs basées en alpha 0, donc il y a un petit, enfin, quelque chose d'arithmétique complètement élémentaire. Donc si j'ai des entiers LK, hein, des entiers positifs qui sont donc le PGCD
de ces entiers est égal à 1. Bon, je suis en train d'éliminer S, hein, ou alors je peux l'énoncer avec S. Hein, d'accord. Alors n'importe quel multiple de S assez grand alors ce que nous dit l'algèbre en quelque sorte, ou la définition du PGCD, donc s'écrit, si je l'appelle grand NS, ce multiple de S, il va s'écrire comme une combinaison L1, K1, non pas K, M1 plus LK, MK. Donc les hélices, c'est un certain nombre de lacets que je choisis, des lacets basés en alpha 0, hein, et j'en choisis suffisamment pour que le PGCD de c'est les longueurs des lacets, pardon, hein, et pour le PGCD des hélices soit égal à S étoile. Hein. Et maintenant, donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une concaténation des lacets en question, donc obtenir un nouveau lacet, hein, donc qui sera de longueur ns. Donc ici, l'important étant que les coefficients émis, hein, alors si je demandais simplement qu'il soit dans Z, hein, ça serait juste une propriété élémentaire du PGCD. Ici, je veux en plus qu'il soit positif ou nul. Enfin, 0 d'ailleurs, ça suffit. Bon, qui est une propriété arithmétique élémentaire que je vous laisse vérifier. Voilà, donc au total, on a démontré le... Reviens. Bon, c'est bon. Oui, sauf que j'ai déjà avancé, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc on a démontré la proposition. OK, donc je reprends maintenant la suite des énoncés. Alors, il y a une première chose pour laquelle la dynamique symbolique, c'est-à-dire les sous-décalages, est utile. Hein, c'est le cas le plus élémentaire, c'est quand j'ai affaire à des ensembles basiques qui sont totalement discontinus. Donc je me replace dans un cadre que j'ai beaucoup pratiqué déjà, hein, celui d'un ensemble basique pour un plongement de classe C1 d'un ouvert d'une variété dans elle-même. Donc je prends cet ensemble basique, je suppose qu'il est totalement discontinu. Eh bien, à ce moment-là, en fait, on peut trouver un sous-décalage de type fini, hein, qui modélise parfaitement, avec une conjugaison topologique entre la restriction de f à k et la restriction et ce sous-décalage de type fini sigma b. Donc ici, on a vraiment tous les modèles pour ce genre de dynamique sur un ensemble basique. Ensuite, on va chercher à faire ça en supprimant l'hypothèse totalement discontinue. Évidemment, là, on ne pourra pas obtenir un si bon résultat, puisque, en général, un ensemble basique n'est pas totalement discontinu, alors que sigma b, lui, est totalement discontinu. Donc, alors, juste une chose, l'hypothèse totalement discontinue, à part le cas trivial où sigma est... Bon, dans la définition d'un ensemble basique, hein, il n'est pas exclu que sigma soit simplement, qu'un ensemble basique soit simplement réduit à une orbite périodique hyperbolique, bien sûr, donc juste un ensemble fini, et tout ce que je dis à ce moment-là est vrai, mais sans intérêt. Hein. Donc, ça n'a d'intérêt que dans les cas où l'ensemble lui-même est infini, et à ce moment-là, si on se rappelle, bon, un ensemble est un attracteur s'il contient ses variétés instables, un répulseur si au contraire il contient ses variétés stables. Ces variétés stables et instables, lorsqu'elles ne sont pas de dimension 0, hein, elles sont automatiquement, je veux dire ça, les contenir contredit le fait d'être totalement discontinu. Donc, automatiquement, dès que l'ensemble basique est infini, hein, il est de type cell. Donc ça montre aussi que, je veux dire, cette proposition ne traite évidemment pas tous les cas. On a vu que le solénoïde, par exemple, ou les diffeomorphismes d'Anosov, certainement pas totalement discontinus, c'est connexe au contraire. Alors, un cas où ça s'applique, par contre, c'est le Ferrachval qu'on a vu, je veux dire, les Ferrachval en général, mais je n'ai pas donné de définition vraiment générale, en fait. Donc, dans le cas de l'application de Hénon, hein, on avait certainement une dynamique qui est conjuguée
au décalage complet sur 2 symboles. Alors, cette proposition est très facile, hein. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On utilise que K est totalement discontinu pour dire qu'on peut trouver des partitions de K en ensemble ouvert-fermé de petits diamètres. Donc, alors, une fois qu'on a ça, donc le petit dans petit diamètre, hein, on va voir quelle propriété il faut que ça satisfasse. En fait, c'est lié à la constante d'expansivité. Hein, donc, on a automatiquement à cette partition, on associe une application continue, enfin une application pour le moment, et il va être continue, de K dans l'espace total du décalage donc sur les symboles. Donc l'alphabet, hein, c'est l'alphabet qui sert à indexer les éléments de la partition. Hein, on se donne un alphabet qui sert à indexer. Donc, comme a priori cet alphabet est assez gros, puisque je demande que les parties K alpha sont petites. Donc j'ai besoin de beaucoup de ces parties pour faire la partition. Hein, donc a priori un assez gros alphabet. Et je définis cette application petit h, donc de K vers l'espace total du décalage complet sur l'alphabet A, hein, par la propriété qui est là. En d'autres termes, je regarde juste quel est l'itinéraire, hein, d'un point X par rapport à cette partition. Au temps n, je me trouve, comme c'est une partition dans un certain K alpha, K θ n, et j'utilise justement la lettre, la suite θ pour coder l'orbite du point X. Alors, cette application est continue. Bon, ça, c'est parce que, effectivement, c'est relativement clair. Si je prends 2 points très proches dans K, comme j'ai une partition en ensemble disjoint, hein, les 2 orbites vont rester proches pendant très longtemps, dans le passé et dans le futur. Et donc, c'est bien la définition de la topologie sur A puissance Z, hein, qui va me dire que cette application est continue. Donc, elle est clairement continue. Ensuite, elle est injective. Donc là, j'ai besoin de faire l'hypothèse qu'effectivement, les K alpha deviennent suffisamment petits, puisque si j'avais 2 orbites dont l'image serait la même suite, ça voudrait dire que les 2 orbites restent dans les mêmes K alpha, les mêmes K θ n, hein, pour tout en n. Or, si les K alpha sont petits, en particulier leur diamètre est inférieur à la constante d'expansivité, ça contredit précisément la propriété d'expansivité qu'on a vue la dernière fois, tout au début de la dernière fois, sur les ensembles basiques, enfin sur les ensembles hyperboliques en général. Donc, j'ai une application continue injective. Donc, je vais prendre son image. Son image, comme K est compact, son image est compacte. J'ai une partie fermée donc, de A puissance Z, donc un certain sous-décalage, sigma. Et bon, comme c'est donc un homéomorphisme sur sigma, donc à ce stade, j'ai conjugué la dynamique de F sur K, hein, à la dynamique du décalage sur une sous-partie fermée, que j'ai appelée sous-décalage en général, de A puissance Z. Alors, en fait, il reste à voir que le sous-décalage est de type fini, et en fait, ça, c'est une conclusion, enfin, une conséquence immédiate, d'une part, du fait que, par définition, un ensemble basique est localement maximal, donc toute orbite qui resterait dans le voisinage de K est en fait contenue dans K, ça, c'est au niveau de la variété. Et au niveau, donc, cette propriété, elle va se transférer dans le sous-décalage par l'application H. Et ensuite, on a vu une caractérisation précisément que les sous-décalages, hein, de A puissance Z sont exactement les sous-décalages de type fini. Alors, attention, il faut faire attention que ici, il se peut que je ne garde pas le même alphabet A. Il faut éventuellement remplacer l'alphabet A par un alphabet à puissance D dont les lettres, hein, sont les mots de longueur D dans l'alphabet initial A. Mais en changeant éventuellement, je veux dire, de toute façon, au départ, la partition aussi n'était pas... Cette partition était une partition que j'ai choisie, donc l'alphabet A n'avait rien de sacré, hein, quitte à donc passer à un alphabet plus costaud, en quelque sorte, hein, je vais obtenir finalement un sous-décalage de type fini. Donc voilà essentiellement la démonstration de la proposition. Alors, après, donc ayant ainsi, disons, compris autant que possible la dynamique topologique d'un ensemble basique totalement discontinu, je veux passer à donc, ce qui se passe dans le cas non totalement discontinu. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué.
Et je vais avoir à introduire deux notions. Alors la notion que je ne vais pas voir tout de suite, c'est une notion importante, c'est la notion de partition de Markov. Mais auparavant, donc, pour définir même les partitions de Markov, il faut que j'introduise la notion... Ah, pardon, j'ai oublié. C'est ma faute. Donc, je reste encore dans le cas des ensembles basiques totalement discontinus. C'est ma faute. Je reviens tout de suite après. Il y a un résultat donc, que je veux discuter, classique dans certaines formes, qui remonte à Birkhoff et plus récemment à Smail, qui, disons, montre qu'il y a dans très nombreuses circonstances, on va rencontrer des ensembles basiques totalement discontinus, même pour des diffeomorphismes sur lesquels je fais très peu d'hypothèses d'hyperbolicité. Donc la seule hypothèse que je vais faire sur le diffeomorphisme, c'est qu'il a une orbite périodique hyperbolique. Donc c'est une hypothèse complètement locale, pensez à un point fixe par exemple. Donc c'est une hypothèse complètement locale sur le diffeomorphisme F, donc diffeomorphisme de classe C1. Donc je considère une orbite périodique hyperbolique, et alors ensuite j'introduis une notion qui va être caractérisée. Donc c'est la notion de point homocline. Un point homocline, c'est un point qui appartient à la fois à l'ensemble stable de O et l'ensemble instable. Je pourrais dire variété, enfin en l'occurrence c'est variété stable de O et la variété instable de O. Alors bien sûr, l'ensemble stable et l'ensemble instable se rencontrent le long de O. Ce n'est pas ces intersections-là qui m'intéressent, ça ne m'apporterait rien de nouveau. Donc je m'intéresse aux intersections entre les deux, qui n'appartiennent pas à O. Alors, je dirais qui plus est que l'intersection homocline en question est transverse, si précisément les deux variétés, donc notez que les deux variétés ont des dimensions complémentaires, et donc je demanderai si l'intersection est transverse au point considéré. Alors, je vais effacer un petit peu pour pouvoir dessiner. Je vais tout effacer. Donc, d'abord, bien sûr, le point, enfin, je veux dire, j'ai parlé du point Q, mais on peut transporter ça par la dynamique F et obtenir les mêmes conclusions le long de l'orbite, puisque aussi bien l'ensemble stable de O que l'ensemble instable de O seront invariants par F. Et la transversalité également sera préservée quand elle a lieu en Q, elle aura lieu aussi en F de Q ou en F-1 de Q. Alors ensuite, dès que j'ai un point homocline, j'en déduis un ensemble fermé invariant, simplement en prenant l'adhérence de l'orbite de Q. Donc l'orbite de Q, intrinsèquement, c'est invariant, bien sûr, et donc l'adhérence est également intrinsèquement invariante. L'intérêt des points homoclines, c'est que je contrôle très bien cette adhérence, puisque par définition, en temps positif, aussi bien qu'en temps négatif, je converge vers l'orbite périodique en question. Donc, j'ai un ensemble fermé. En fait, il est dénombrable, puisque par rapport à l'orbite de Q, qui est évidemment dénombrable, je ne rajoute qu'un nombre fini de points, c'est les points de l'orbite périodique. Donc, j'ai un ensemble dénombrable, et donc totalement discontinu. Totalement discontinu, mais avec, je vais dire, tous les points de l'orbite de Q sont discrets, donc ce n'est pas du tout un gros ensemble. Transitif, parce qu'évidemment, par construction, l'orbite de Q est transitive. Alors, qui plus est, donc je fais un petit dessin. Donc, ici, je prends, évidemment, pour le dessin, je prends un point fixe plutôt qu'une orbite périodique. Donc, j'appelle P mon point fixe. Et donc, je pense, alors ici, vous auriez donc une intersection. Alors, ici, je l'ai dessinée transverse. Disons, commençons par la dessiner non transverse. Voilà, Alors, je fais toujours les dessins en dimension 2, mais tout ce que je fais ici vaut en dimension quelconque. Donc, ici, une intersection non transverse. Alors, quand j'itère ceci, j'obtiens une suite de points. Donc, voilà le point Q. Alors, ici, j'ai itéré. Donc, si ici, c'était la variété stable, ici, la variété instable, j'ai itéré positivement. En itérant négativement,
j'obtiendrai aussi, donc cette fois-ci, c'est ce morceau-là qui correspond à ce morceau-là, ici, donc ce sera f-1 de Q, etc., f-2 de Q. Donc, vous voyez ici l'orbite de Q qui converge aussi bien en temps positif qu'en temps négatif vers P. Puis j'ai rajouté P pour que cet ensemble soit fermé invariant. Alors par contre, quand c'est... Donc, je change un peu le dessin, maintenant je suppose que l'intersection est transverse, etc. Alors quand l'intersection est transverse, cette fois-ci, ça devient un ensemble hyperbolique. En fait, les sous-espaces stables et instables en n'importe quel point seront les sous-espaces tangents à la variété stable de P et à la variété instable de P, en l'occurrence de O quand on est dans le cas général. Et donc, on aura un ensemble hyperbolique, mais évidemment, ce n'est pas un ensemble basique, parce qu'il n'est pas du tout localement maximal. D'ailleurs, s'il était localement maximal, enfin je veux dire, il serait, comme il est totalement discontinu, ce que j'ai dit avant s'appliquerait. Or, quand on a un ensemble infini, donc ce n'est pas un ensemble fini, et à ce moment-là, il serait automatiquement un ensemble de Cantor, ce qui n'est certainement pas ici. Donc ce n'est pas un ensemble basique, mais en fait, on peut le grossir un petit peu, cet ensemble. Cet ensemble est contenu dans des ensembles basiques légèrement plus gros. Donc c'est le contenu du théorème de Birkhoff-Smale. Il est contenu donc dans des ensembles KM, donc contenus qui sont arbitrairement proches de lui. Donc c'est l'intersection d'une suite décroissante d'ensembles basiques qui sont totalement discontinus. Et donc à ceux-là, je veux dire, ceux-là sont des ensembles de Cantor totalement discontinus, donc, pour lequel le codage que j'ai fait avec les sous-décalages de type fini va s'appliquer. Donc c'est des ensembles beaucoup plus gros, en quelque sorte. Celui-là était dénombrable, ceux-là seront non dénombrables. Alors, deux choses. Enfin, je vais faire ensuite un dessin qui suggère la démonstration de la proposition, mais suggère parce que il faut faire des estimés que je n'ai pas envie du tout de faire. Mais ceci étant, on peut même être un peu plus précis. Dans le cas d'un point fixe, alors je vais faire... Je vais essayer de faire le dessin. Donc, on peut en fait coder la dynamique sur les Km quand M est assez grand par un décalage, un sous-décalage de type fini très particulier. Alors, je dessine d'abord le graphe correspondant à cet ensemble BM. Vous voyez que c'est un graphe qui a M sommet. Alors, je complète M sommet. Donc, il y a un cycle. Ici, j'ai le sommet 0, qui est un sommet particulier. Donc, 1, 2, 3, donc, jusqu'à M-1. Et ensuite, je reviens à 0. Donc, ça, c'est un cycle avec juste ces flèches. Et puis ici, une arête de longueur 1 de 0 sur lui-même. C'est bien ce que dit la définition de BM. Je peux soit avoir I égale J égale 0, c'est cette flèche-là, soit une des flèches du cycle qui est ici. Alors, vous voyez ici que quand on regarde ce graphe, d'abord, il est fortement connexe, clairement. Et ensuite, quand je regarde, comme j'ai ici un lacet de longueur 1, l'entier S que j'ai vu tout à l'heure égal à 1 donnera quelque chose de topologiquement mélangeant. Donc, ça veut dire que les Km ici seront effectivement topologiquement mélangeants lorsque j'ai un point fixe. Par contre, il se pourrait, si j'ai un point périodique, il se peut que je dise que l'anti-S soit plus grand que 1. Donc ça ne devienne topologiquement mélangeant qu'après avoir considéré un itéré. Alors, essentiellement, quelle est la construction? Ce n'est pas une démonstration rigoureuse, mais c'est pour suggérer comment ça se passe et comment d'ailleurs obtenir en même temps cet énoncé, enfin avec la remarque. Donc je vais prendre un rectangle autour de P. Alors, bien sûr, de nouveau, je suis en dimension plus grande. Alors, je le choisis assez soigneusement, de façon à ce que... Alors, bien sûr, il y a l'orbite positive de Q
va s'accumuler sur P, donc elle va rester en dehors pendant un certain temps et puis ensuite entrer dans P et ne plus en ressortir. L'orbite négative de Q, c'est le même principe, elle va finir par, en prenant l'orbite négative, donc là ici il y a un dernier point en dehors du rectangle et ensuite on est à l'intérieur. Alors maintenant je regarde juste un instant l'image du rectangle. Alors l'image du rectangle, donc comme le point suivant ici était bien à l'intérieur, hein, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ça, c'est l'image du rectangle. Et puis, dans l'image inverse, ça serait plutôt quelque chose comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que ensuite, donc je suis en train de construire les K alpha que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, cette fois-ci, je vais me donner un certain nombre d'ouverts et je vais regarder l'ensemble maximal invariant à l'intérieur de cet ouvert. Donc, un des ouverts, celui-là, ce que je vais appeler U0, c'est le rectangle initial que je me suis donné. Puis ensuite, hein, donc je prends des petites boîtes autour. Alors, il faut faire les choses soigneusement pour que ça marche, hein, je veux dire, mais je prends des petites boîtes autour des points de l'orbite. Donc là, j'ai pris une petite boîte. Je prends ensuite, le long de ça, il suffit que chaque boîte soit l'image de la suivante. Hein. Encore une fois, je passe de cette situation le long orbique à celle-là en un nombre fini d'itérations. D'accord? Et donc, vous voyez bien que ici, je n'ai pas le choix. Ça correspond à toutes ces flèches-là, où je suis bien forcé de passer d'un rectangle au suivant. Et puis, par contre, quand j'arrive ici, je suis forcé de rentrer là. C'est la dernière flèche qui est là. Hein. Mais par contre, quand je suis à l'intérieur du rectangle, je peux soit passer dans ce rectangle-là, c'est si je me trouve... Bon, avec ma craie jaune, on n'y voit plus grand-chose. Hein, mais je veux dire, c'est ce qui se passe quand je suis dans la partie un peu extérieure du rectangle ici. Cette partie-là va sur celui-là. De la même façon, quand je vais dans le sens inverse, il y a une partie supérieure ici qui va sur celui-là. Mais par contre, sinon, je peux effectivement rester dans P. Je peux rester aussi longtemps que je veux dans P, et ça correspond à cette flèche-là. Donc, c'est les points correspondant aux points qui sont dans le rectangle et qui y restent au coup suivant. Voilà, donc, bon, encore une fois, je ne prétends pas que c'est une démonstration. Ça suggère, d'une part, comment construire ces ensembles basiques KM. Donc, l'anti-M, ça correspond en quelque sorte à la taille du rectangle que j'ai mis au centre. Puisque, à mesure que la taille décroît, hein, le temps de retour le long de l'orbite de Q entre sortir du rectangle et revenir dans le rectangle, hein, va croître. Et c'est essentiellement cet anti-M, à un décalage près peut-être. Hein, mais ensuite, l'ensemble Km hein, est défini comme l'ensemble maximal invariant dans cette union de rectangles. Hein, et donc, il est un peu automatiquement codé par le sous-décalage de type fini associé à ce graphe-là. Voilà, donc sans aller plus loin dans les détails, hein, c'est comme ça qu'on obtient ceci. Donc, ça veut dire, c'est quand même très important dans le sens où on obtient comme ça plein d'ensembles basiques, juste avec une hypothèse très faible qui est celle de l'existence d'une orbite homocline transverse, donc une hypothèse, chose qui ne concerne en quelque sorte qu'un point fixe, disons, et puis ce qui se passe juste en un endroit. Il peut se passer en dehors de ceci, des choses totalement non hyperboliques, hein, je veux dire. Mais en tout cas, juste cette orbite homocline transverse garantit quand même que vous ayez des ensembles basiques non triviaux, enfin de type cell, non triviaux. Bon, alors maintenant je reviens, j'avais oublié ce slide, je reviens donc à une tentative, à une façon de coder la dynamique sur un ensemble basique quand cet ensemble basique n'est pas totalement discontinu. Donc je pourrais, alors encore une fois, je ne pourrais pas faire aussi bien. Donc une première définition est celle de rectangle. Donc un rectangle, c'est quoi? Alors il y a une suite de propriétés. Hein. Bon, d'abord c'est une partie de K. K c'est un ensemble basique. Hein. Et donc R est une partie de K, une partie fermée de K. Alors, typiquement, ça va être une partie petite, mais avec des propriétés supplémentaires. Donc, la première propriété, hein, c'est que, essentiellement, donc, c'est écrit, hein, l'intérieur de R est dense dans R. Alors, attention, malgré qu'au tableau, je vais toujours dessiner des rectangles comme des rectangles, en quelque sorte, hein, d'abord, il faut penser que R, c'est une partie de K, et je ne contrôle absolument pas
la géométrie de K. Hein. Donc, en particulier, c'est une partie de K, donc c'est l'intérieur dans K, bien sûr. Ce n'est pas l'intérieur dans la variété. Donc, première propriété. De toute façon, pour le moment, c'est une définition. Enfin, je veux dire... Alors, deuxième propriété. Donc là, c'est simplement, en fait, demander que R soit suffisamment petit, puisque R est une partie de K. J'ai 2 points de K. Et je veux que la variété stable locale du point X rencontre la variété instable locale du point Y. Hein, on a un point qui est automatiquement transverse si les points x, y sont assez proches. Donc c'est ce que je répète. Donc, encore une fois, hein, c'est une propriété qui est automatique dès que le diamètre de R est suffisamment petit. Mais j'insiste simplement parce que c'est une propriété importante. Alors ensuite, il y a deux propriétés symétriques. Hein. Donc, de nouveau, c'est une question de taille de R, en quelque sorte. Donc, je dessine symboliquement mon rectangle. Alors, je le dessine gros pour que ça soit visible, mais il faut y penser comme quelque chose de petit. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? J'ai un point X dans le rectangle. Alors, je dessine ici les variétés stables comme étant des variétés verticales. Hein, bon, ça, c'est mon choix. Hein, pardon. Voilà, alors, il faut penser que la variété stable locale, donc, je vous rappelle, c'est l'ensemble des points dont l'orbite en temps futur reste à distance plus petite que 1 de celle de x. Alors attention, le plus petit que 1, ça se réfère, enfin plutôt la distance, se réfère à une certaine métrique qu'il faut construire. Donc il faut y penser comme des points qui restent proches de l'orbite de x. Donc voilà la variété stable locale de x. Je devrais même la faire un peu plus grande. Hein. Et qu'est-ce que dit ma propriété? Ben, si je prends un autre point ici, y, hein, eh bien, alors, donc, je vais mettre une autre couleur jaune ici. La variété stable de y, comme y n'est pas forcément égal à x, il pouvait aller un peu plus loin ici, elle continue, par contre, elle s'arrête un peu avant. Hein, si je regarde, enfin, je pense à une longueur fixée. Mais ce que je dis ici, c'est que la différence, en quelque sorte, entre ces deux variétés, elle existe, mais elle existe en dehors de R. Hein. C'est-à-dire que les deux variétés stables locales de x ou de y rencontrent R suivant le même ensemble pour lequel je vais donner une notation dans le slide suivant. Alors c'est la même chose pour les variétés instables. Bon, je ne vais pas refaire le dessin, mais enfin c'est le même dessin en horizontal avec les variétés instables. Et puis finalement, une partie, par contre, une propriété très importante. Alors, je vais plutôt maintenant mettre le point... Oui, enfin, je vais mettre un point Z ici, malgré qu'il s'appelle Y sur le slide. Si je considère donc ensuite alors ce qu'on appelle souvent le produit local, donc c'est cette intersection entre la variété stable de X et celle de Y, et la variété instable de Y. En l'occurrence, comme j'ai déjà un Y sur le dessin, je l'appelle Z. Hein, et donc, voilà ma variété instable locale. Voici la variété stable locale de X. Et donc, le point qui est ici, c'est le point que j'ai appelé XZ, le point d'intersection. Et je demande, donc, ça correspond bien à la notion de rectangle intuitive, en tout cas, que ce point d'intersection appartienne à R. Encore une fois, bon, sur le dessin, Y correspond à Z. Voilà, donc je demande que ce point-là, le point d'intersection, appartienne à R, ici. Voilà, donc ça, c'est les propriétés qui doivent définir un rectangle. Alors, je profite des deux avant-dernières propriétés pour introduire cette notation. Donc, je prends simplement, c'est clair, voilà la variété stable locale, c'est cette partie-là. Donc, c'est la même pour X et pour Y sur le dessin. C'est ça que me disait la propriété. Donc, je vais répéter, j'ai une relation d'équivalence entre points de R. C'est une relation donc, qui dit que WSXR égale WS de YR, qui est encore dire que
Y appartient à WS de XR. Donc j'obtiens, j'appelle RS l'ensemble des classes. Donc ça sera l'ensemble, hein, c'est l'ensemble des variétés stables locales qui traversent comme ceci R. Donc les classes d'équivalence, c'est précisément, comme je viens de le dire, les WS de XR. Hein, et donc l'ensemble des classes, c'est RS. Alors j'ai la même chose, bien sûr, pour les variétés instables locales. Hein, je répète juste les mêmes phrases. Hein, et donc cette fois-ci, c'est les courbes qui traversent, voilà celle de X. Donc, j'ai deux ensembles de classes, RS pour la première relation d'équivalence, RU pour la suivante, et j'ai une application naturelle de RS fois RU dans le rectangle R. Puisque donc, se donner un élément de RS, c'est se donner une des courbes verticales. Se donner un élément de RU, c'est se donner une des courbes horizontales. Hein, et je fais simplement l'intersection. Hein. L'intersection, donc cette application, je ne lui ai pas donné de nom dans le slide, hein, mais cette application, hein, c'est un homéomorphisme de RS fois RU sur R. Donc je peux identifier, si vous préférez, enfin, identifier. R à RS fois RU via le produit local. Bon, donc c'est ceci qui justifie d'appeler ça rectangle. Hein, je veux dire, cet aspect produit de deux ensembles. Produit de deux ensembles, mais il faut faire attention que RS et RU peuvent être assez compliqués. Hein, je reviendrai dans un petit moment. Alors, donc ça, c'était le premier étage de la fusée. Le deuxième étage, hein, c'est introduire la notion de partition de Markov. Donc j'ai de nouveau un ensemble basique, hein, grand K. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais appeler partition de Markov? C'est ça qui va me permettre de coder la dynamique de petit f sur grand K. Hein, donc c'est une partition finie de rectangle donc, de K, donc rectangle au sens précédent, hein, qui vérifie un certain nombre de propriétés. De nouveau, là, il faut les assimiler. Hein. Donc la première propriété, c'est que d'abord, il y en a enfin je veux dire K est l'union des R alpha. Alors attention, hein, maintenant c'est plus une partition. Hein, je veux dire, d'une certaine façon, c'est assez parallèle à ce que j'ai fait pour les ensembles basiques totalement discontinus, d'une certaine façon, c'est-à-dire les R alpha doivent avoir un petit diamètre à cause des propriétés que j'ai énoncées tout à l'heure, enfin sur la définition d'un rectangle. Hein. Alors, je les rends aussi disjoints que possible. Donc l'union est égale à K, ça oui. Et ensuite, la seule chose, enfin, le mieux que je puisse faire, je vous rappelle que les rectangles sont toujours des parties fermées, hein, de K, et donc je demande que les intérieurs de ces rectangles soient disjoints. Donc attention, de nouveau, c'est des intérieurs vus dans K, hein, pas dans la variété. Donc je demande que les intérieurs soient disjoints, deuxième propriété, donc c'est disons une partition modulo les bords des rectangles. Alors ensuite, deux propriétés qui se réfèrent vraiment à la... Je veux dire, pourquoi on appelle ça Markov? Donc c'est une propriété ici markovienne en quelque sorte. Donc ce que je demande, donc, bon, vous pouvez lire la propriété, hein, ce que je veux interdire, c'est la chose suivante. Hein. Donc j'ai ici un rectangle R alpha. Voilà un autre rectangle R bêta. Et je veux regarder, alors je vais faire comme ici, prendre la direction verticale comme direction stable, la direction horizontale comme direction instable pour le dessin. Hein, pour le dessin, donc l'image de R alpha, donc je vais supposer hein, qu'il existe un point X dans l'intérieur de R alpha, dont l'image, f de x, se trouve dans l'intérieur de R bêta. Alors, ce que je veux dans ce cas-là, ce que je veux éviter, enfin, je vais plutôt dessiner ce que je ne veux pas. Enfin, je vais faire deux dessins peut-être, un qui est permis et l'autre qui ne l'est pas. Donc, je vais prendre un autre. Enfin, bon. Donc, je regarde l'image de R alpha. Donc, voilà ce qui est correct. L'image de R alpha, donc ça peut dépasser largement. Je veux dire traverser d'autres rectangles ici. Tout
tout ça c'est permis, hein, mais je veux que ça traverse complètement R bêta. Hein, l'image de X, bien sûr, se trouve ici. Donc ceci est permis. Par contre, ce qui ne serait pas permis, c'est que l'image ici n'aille pas, en quelque sorte, jusqu'au bout. Hein. Donc ça correspondrait à quel phénomène? J'aurais la variété instable ici, hein, un point qui se trouverait par là, qui se trouverait sur la variété instable donc ça c'est toujours R bêta, mais un autre cas. Hein. Donc le point Y appartiendrait à la variété instable de f de x, pardon, relative à R bêta. Mais son image inverse, si je reviens ici, hein, serait f-1 de y. Comme ce n'est pas dans l'image, hein, le point f-1y ne serait pas dans R alpha. Donc ça contredirait, en l'occurrence, la deuxième propriété. Alors, donc je veux ces deux propriétés. Les deux propriétés sont bien sûr duales l'une de l'autre. Hein, ce que j'interdis également, mais par la première propriété, c'est que cette image ici, donc ça c'était interdit, ça aussi c'est interdit. C'est-à-dire que l'image, cette fois-ci c'est à cause de la première propriété, hein, mais donc ça serait de nouveau l'image de R alpha, et de nouveau ça doit être vraiment contenu, enfin vraiment contenu comme ceci, et pas à moitié contenu, si j'ose dire, comme ceci, partiellement contenu, c'est interdit. Une fois que les intérieurs se rencontrent, encore une fois, hein, je suis parti de l'hypothèse qu'il existait un point de R alpha dont l'image se trouvait dans R bêta, dans l'intérieur de R alpha dont l'image se trouvait dans l'intérieur de R bêta. Donc voilà la propriété en quelque sorte, enfin c'est pas que les autres soient pas, si toutes les propriétés sont la définition, c'est bien qu'elles soient toutes nécessaires, mais enfin c'est cette propriété qui est la plus cruciale à comprendre. Hein. Et donc quelque chose que je ne vais pas démontrer, parce que ça réclame quand même, il faut un certain temps pour le faire, c'est pas très difficile, mais enfin, c'est donc un résultat dû à Sinai et Bowen dans les années 60, hein, que tout ensemble basique admet des partitions de Markov, en fait, donc, avec des rectangles qui sont de diamètre arbitrairement petit. Une fois qu'on construit une partition de Markov, la deuxième partie, enfin le fait qu'il y en ait avec des rectangles de diamètre arbitrairement petit est essentiellement automatique, parce que ce qu'on fait, c'est des intersections. Si j'ai une première partition de Markov avec des rectangles R alpha, hein, je peux considérer des intersections entre R alpha et f-1 de R bêta et f de R gamma, etc. Donc ce genre d'intersection va automatiquement produire d'autres partitions de Markov dont les diamètres deviennent de plus en plus petits si j'itère cette construction. Donc je veux dire, c'est important de savoir que les diamètres peuvent être arbitrairement petits, mais c'est facile à montrer une fois qu'on a construit une partition de Markov. La partie difficile, enfin pas évidente, c'est de construire une partition de Markov. Voilà, alors juste une chose, peut-être. Donc encore une fois, je l'ai mentionné très rapidement, ces rectangles, ils peuvent être assez compliqués. Les rectangles dans une partition de Markov, je vais le faire dans un cadre un tout petit peu plus... Alors, je ne vais pas le faire, je vais plutôt le poser comme exercice. Hein. Alors, je ne vais pas le faire pour des ensembles basiques, mais pour le cas des applications dilatantes. Donc je vais considérer... Alors, je vais quand même prendre mon papier. Donc, alors je donne un exemple, mais de façon générale, j'ai une matrice. Donc ça, c'est juste un exemple. J'ai pris A dans GL dz, non pas GL, pardon. C'est une matrice D par D à coefficient entier, hein, tel que le spectre de donc, toutes les valeurs propres hein, soit de module strictement plus grand que 1. Alors ici, si vous calculez, hein, la trace est 1, le déterminant est 2, et donc les valeurs propres sont solution de l'équation du second degré ici, pardon, et donc lambda est donc deux valeurs propres complexes conjuguées, en l'occurrence, hein, et donc le module est racine de 2 sur 2. Racine de 2, pardon.
racine de 2. Donc c'est bien un exemple en dimension 2 de cette situation. J'aurais pu le faire avec d égale 1, même d égale 1, ça perd de charme, parce que pour le coup, les partitions de Markov peuvent être choisies pour être simples. À ce moment-là, A se réduit juste à un entier, et c'est plus ou moins trivial ici. Ici, c'est un exemple où il n'existe pas de partition de Markov, enfin complètement élémentaire. Alors, qu'est-ce que je veux appeler ici partition de Markov? Enfin, je veux dire, je ne vais pas chercher à donner la définition générale, hein, mais ce que j'aimerais, en fait, trouver, c'est une partie K. Alors, je vais monter au revêtement universel, donc placer dans RD. Hein. Et donc, maintenant, j'aimerais donc... Alors, pour le moment, je cherche K, mais je vais tout de suite dire que... donc, construire une partition de Markov, ça va correspondre à trouver une partie K. Une façon d'obtenir ceci, telle que, quand je regarde l'image par K, alors je suis dans le cadre dilatant, hein, les valeurs propres sont de module plus grand que 1, A de K, ça va devenir plus gros que K, mais je cherche à ce que ce A de K donc, hein, soit l'union, alors l'union de K et de translaté de K. Alors j'aurais pu même d'ailleurs, je vais tout de suite l'écrire comme ceci, union, alors de I égale 0 à D-1 de K plus NI, donc certains translatés de K. Donc les NI sont des points entiers, hein, et ce que je veux, donc, c'est pas trop de D, je m'excuse, je vais appeler grand D. Donc je veux que ces NI, qui sont donc des points à coordonnées entières dans ZD, il y en a un certain nombre, hein, donc D ici, c'est le degré, je vous rappelle dans ce cadre-là, A est un revêtement du tore TD sur lui-même. Hein, et le degré est donné par la valeur absolue du déterminant. Donc je veux... je prends ce degré, valeur absolue du déterminant de A, hein, et ensuite je prends, donc je regarde ZD quotienté par l'image de ZD. Donc ici, j'ai le réseau ZD, j'ai l'image par la matrice A qui est un sous-groupe d'indices grand D, par définition 1 de ce réseau. Et donc les NI ici sont les classes, hein, N0, ND puissance moins N, sont des entiers qui représentent les classes. Oui, enfin bon, je vais dire que cet ensemble, hein, sont précisément les classes de ces entiers. Donc j'ai ici un groupe fini d'ordre D. Je considère ces éléments et je relève ces éléments en multi-entiers ici. Et donc je cherche à résoudre ça. Je choisis les NI n'importe comment du moment que leurs classes donc fournissent tous les éléments ici, un pour chaque. Et alors, un petit exercice vous permet de voir qu'essentiellement, alors il faut que je reprenne, que j'écrive ça plutôt... je veux dire que j'applique A-1 à tout ça, hein, mais vous allez obtenir comme ceci, les différents translatés vont former les éléments d'une partition de Markov en appliquant A-1. Alors, c'est juste pour vous dire que, regardez dans ce cadre-là, dans ce cas-là, hein, alors vous pouvez montrer de façon générale d'abord, hein, que ceci a une unique solution. Donc, au contraire, il existe un unique entier, un unique K, donc qui est compact, qui satisfait cette propriété. Maintenant, alors, vous pouvez, pourquoi il est unique? C'est simplement parce que cette application, donc c'est un théorème du point fixe. Vous faites passer le A de ce côté-là, donc le A-1 apparaît ici. K devient l'union des images inverses par A de K plus NI. Vous voyez que A-1, c'est une contraction, puisque les valeurs propres de A étaient de module plus grand que 1. Celles de A-1 sont de module plus petit que 1. Et maintenant, si deux compacts sont à une distance de Hausdorff de l'ordre de epsilon, eh bien, ceux-ci seront à une distance strictement plus petite que epsilon par un facteur qui est lié aux valeurs propres qui est ici. Et donc, en fait, c'est dans l'espace associé à un compact K, cette union qui est ici,
C'est une application des compacts de RD dans les compacts du RD qui est une contraction pour la distance de Hausdorff. Et par conséquent, elle aura un unique point fixe, et donc ça veut dire une unique solution de ceci. Alors, ceci étant, bon, j'ai passé un peu de temps à expliquer ça. Le point, c'est qu'avec un exemple comme ça, où les valeurs propres sont complexes, il n'y a aucune chance, quel que soit le choix que vous faisiez des ENI, bien sûr, le point fixe va dépendre du choix des ENI. Donc, on fait d'abord le choix des multi-entiers ENI, et ensuite, on résout cette équation. À ce moment-là, la solution est unique. Mais quel que soit le choix que vous preniez ici, avec une telle matrice, vous aurez toujours de très jolis fractales, mais en tout cas, pas de... donc ici, en l'occurrence, le déterminant, vous voyez, est 2. Donc il suffit de prendre 2 entiers ici. C'est juste l'union, et vous pouvez prendre n0 égale 0 dans ce cas particulier. Enfin, 0, 0, c'est l'origine. Et puis n1 égale 1, 0. Ça, je veux dire, vous vérifiez que ça fait effectivement les 2 classes ici avec cela, donc quelque chose de très simple. Et c'est assez facile de voir numériquement, en quelque sorte, à quoi K va ressembler, parce que comme c'était justement obtenu comme point fixe d'une application contractante, il suffit de partir avec n'importe quel compact, un carré par exemple, enfin je veux dire un carré, et ensuite commencer à itérer cette application, donc K va être le point fixe, et donc vous obtenez des approximations successives de K, et vous voyez que, en fait, la frontière de K est très fractale, et donc ce n'est pas du tout quelque chose de joli. Je voulais juste insister, enfin, je veux dire, d'une part c'est assez joli à regarder, mais d'un autre côté, donc là je vous le laisse comme exercice, mais d'un autre côté, disons que dans ce cas-là, on ne peut pas choisir un joli rectangle comme pour obtenir la partition de Markov. Alors, je m'aperçois que j'ai un petit peu dépassé déjà mon temps pour la pause, donc je vais m'arrêter 3 minutes, je crois. Je vérifie simplement. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est le bon moment pour m'arrêter 3 minutes, et puis ensuite, je reprendrai pour la suite. Donc, j'essaierai d'expliquer ensuite en quoi une partition de Markov m'aide à comprendre les dynamiques. Voilà.